Monsieur le Président de Région, Monsieur le Président de la plateforme automobile Luc-Châtel, Madame le Recteur, Monsieur le Dretz, Monsieur le Vice-président, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les membres du consortium, Mesdames, Messieurs, bonjour. Je vous propose qu'on débute la réunion de lancement du projet Electromob et je laisse la parole au Monsieur le Président de Région. Merci à toutes et tous d'être présents cet après-midi, en cet après-midi de travail, en cet après-midi de lancement pour une première en France. Une première en France, c'est répondre aux enjeux de la filière batterie. Avoir des entrepreneurs, des usines, c'est bien. Avoir le personnel, c'est mieux. Et c'est tout l'enjeu justement de cette démarche Electromob qui, je le rappelle, et j'en suis très fier en tant que président de la région des Hauts-de-France, est une toute première en France. Alors, la première des choses que je voudrais signaler, c'est que ce pari que nous avions fait de la mobilité électrique, d'avoir ces gigafactories de batteries, est aujourd'hui un pari qui est d'ores et déjà remporté. 3 gigafactories, vous les connaissez, ACC, Envision, Vercor, et nous ne nous arrêterons pas là. Les arbres ne montent jamais au ciel, c'est bien connu, mais quand même, nous ne nous arrêterons pas là. Parce que vous le savez, notre ambition est d'aller au-delà, en termes de nombre d'entreprises, mais aussi pour couvrir l'ensemble de la filière. L'aval, le recyclage des batteries, et pas seulement les batteries qui seront produites dans les Hauts-de-France, bien sûr, mais aussi l'amont, que ce soit le raffinage du graphite ou alors toutes les pièces de ce puzzle qui ont encore envie justement de venir compléter ce formidable puzzle que constitue la filière de la mobilité électrique dans la région des Hauts-de-France. Mais si on s'arrête déjà à ces 3 gigafactories, ce sont 7500 emplois directs. Et sur ces 7500 emplois directs, si l'on veut trouver le personnel, il fallait déjà faire une chose qui sort de l'ordinaire, que tout le monde travaille ensemble. C'est-à-dire que les constructeurs que j'ai cités derrière ces gigafactories sont des concurrents sur leur marché. Ils cherchent à produire leurs batteries pour leurs voitures, pour conquérir leur part de marché. Sauf que là, ils sont partenaires. Et je tiens vraiment à les en remercier. C'est de comprendre qu'en la matière, l'union fait la force et qu'il était vraiment utile, pertinent de se regrouper avec l'ensemble des acteurs de la formation, et je salue tout particulièrement Madame la rectrice qui est là, de façon à ce que l'on puisse offrir vraiment ce qu'il y a de mieux pour que vous puissiez quantitativement et qualitativement relever ce défi. On a tous bossé ensemble. Et je le dis au secrétaire général pour les affaires régionales qui représente Monsieur le Préfet, présente aussi l'État, le gouvernement, c'est qu'ici, c'est somme toute assez facile. On sait quand il y a l'intérêt général, faire en sorte de bosser ensemble. Et ça, c'est une des clés. Je le dis aussi à Luc Châtel, mon ami Luc Châtel, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, ce n'est pas la première fois que tu prends le chemin des Hauts-de-France, et on continuera aussi à faire en sorte d'avoir toujours ce temps d'avance. Pourquoi ce temps d'avance? Ce n'est pas une compétition avec les autres régions, mais vous le savez aussi, pendant des années, voire des décennies, nous avons été celles et ceux qu'on regardait en disant « Oh là là, avec vos crises, pour vous, ce n'est pas facile ». Aujourd'hui, je souhaite qu'avec ce temps d'avance, on puisse se dire que quand on veut innover dans la filière de la batterie électrique, c'est dans les Hauts-de-France que ça se passe. Et si on veut garder ce temps d'avance, j'en arrive au 3e et dernier point de mon intervention, eh bien dans ces cas-là, au-delà des investissements, au-delà des bâtiments, au-delà des innovations, ce sont les hommes et les femmes. La véritable richesse, c'est celle-là aujourd'hui. Et je sais vraiment que si nous voulons continuer à être le plus attractif possible, il faut que l'on puisse dire à l'ensemble des acteurs économiques dans les Hauts-de-France, vous trouverez les acteurs pour faire tourner ces entreprises et pour pouvoir être les plus performants. C'est cette richesse-là que nous avons dans la région. C'est cette richesse-là que nous voulons transformer dans la région. Alors, c'est un formidable défi, et ce que je vous proposerai en termes de méthode, c'est qu'on lance cette opération pour plusieurs années, mais c'est que l'on trouve le moyen, pas plus qu'une fois par an, de faire un point d'étape précis sur là où on en est. Est-ce que nous atteignons nos objectifs à 80%, à 100% ou à 120%, et de voir aussi à chaque fois comment nous devons nous adapter au mieux. Il y aura bien évidemment une façon de le faire en permanence, mais je souhaite que l'on puisse vraiment avoir ces rendez-vous pour voir exactement où l'on en est, également avec une vision prospective. Alors au-delà des mots que j'ai utilisés, il y a bien évidemment l'engagement budgétaire de la région, je ne parle pas des efforts faits sur l'investissement des gigafactories. Il y a aussi la déclinaison de toute une stratégie de communication qui sera portée par l'ARIA, ça c'est le
Deuxième point, après l'engagement budgétaire. Il y a aussi, c'est important, mais vous y reviendrez dans les tables rondes, la création d'un simulateur générique d'une usine de production de batteries. Avant qu'elle soit toute sortie de terre, c'est important aussi de pouvoir former le plus rapidement possible. Il y a aussi la mise en place de ce dispositif mobile d'attractivité communication dédié aux batteries. Là aussi, je crois beaucoup à ce maillon de la chaîne. Et puis, il y a aussi ce déploiement du dispositif spécifique MecaLive, dédié au métier de l'industrie de l'électromobilité, qui va nous permettre aussi d'aller à la rencontre, justement, de ces jeunes, mais aussi de ces toujours jeunes qui ont envie de se tourner vers ces métiers. Et par ailleurs, parce que là, ce n'est pas dans très longtemps, c'est au mois de mai, dans un bâtiment situé à Douvrin, c'est-à-dire ça sera un plateau technique de formation batterie porté par l'UIMM qui va nous permettre justement, pour ACC, pour commencer, de nous permettre, demandeurs d'emploi comme salariés, de pouvoir travailler le plus concrètement possible. Donc vous le voyez, on s'adresse à toutes les cibles, mais encore une fois, si chacun avait bossé de son côté, c'est sûr et certain que nous n'aurions pas la même efficacité. Et s'il y a bien des moments où certains dictons populaires semblent être d'actualité plus que d'autres, c'est vraiment l'union fait la force. Nous avons un énorme pari à relever, nous avons un énorme défi devant nous, mais je pense qu'en travaillant de cette façon, en étant bien conscient de ce dont vous avez besoin et aussi des attentes à la fois de nos jeunes et des toujours jeunes, nous serons en mesure de relever ce défi et de permettre à la région des Hauts-de-France de vraiment avoir ce temps d'avance. Je vous remercie de votre participation, en tout cas, et surtout de votre participation, pas cet après-midi seulement, mais de cette participation à ce défi collectif. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président de la Région. Je laisse la parole à Monsieur Luc Châtel, ancien ministre et président de la plateforme automobile. Merci, Monsieur le Président, mon cher Xavier, Monsieur le Secrétaire général aux Affaires régionales, Madame la rectrice. Je voudrais saluer l'ensemble des élus qui sont ici présents, les entreprises de la filière automobile réunies autour de l'ARIA, dont je salue le président et le directeur. L'ARIA qui a su, dans les Hauts-de-France, comme dans d'autres grandes régions automobiles, fédérer toutes les entreprises de cette belle filière. Alors, vous le savez, notre filière traverse la plus grande révolution de son histoire. Cette révolution, nous l'avons engagée en 2018, lorsque nous avons signé le contrat stratégique de filière entre nos entreprises et les pouvoirs publics, l'État, les collectivités territoriales, les régions, sous le regard des représentants du personnel. Et nous avions fixé en 2018 un objectif qui était de multiplier par 5 le nombre de véhicules électriques en 5 ans. Nous avons été nettement au-delà. Il y a plus d'1 million de véhicules électriques aujourd'hui en France. Nous avons, pendant les 5 dernières années, multiplié par 5 le nombre de modèles présents dans les gammes des constructeurs automobiles en France qui sont électrifiés. La part de marché des véhicules électriques et hybrides a été multipliée par 10 en 5 ans. Donc ce virage, il a été amorcé. Simplement, maintenant, nous allons devoir aller plus vite et plus loin, puisque la décision européenne qui a été prise au mois de juillet dernier nous amène à une interdiction des moteurs thermiques en 2035. Interdiction des moteurs thermiques, ça veut dire 100% aujourd'hui de moteurs électriques et de batteries. Ça veut dire qu'une industrie qui a 100 ans de compétences, de savoir-faire, d'excellence, tourne le dos à son histoire. Elle se fait harakiri. Ça pourrait s'appeler, mon cher Xavier, un sabordage, pour choisir une technologie qu'elle ne maîtrise pas encore complètement, c'est-à-dire l'ensemble de la chaîne de valeur de la batterie. Et la vraie question qui se pose à nous, c'est est-ce que la France, qui a inventé l'automobile, qui a été une grande nation automobile au XXe siècle, est-ce qu'elle fera partie des grandes nations automobiles au XXIe siècle après ce virage? C'est tout l'enjeu. Et quand j'entends Maubeuge, quand j'entends Douai, Douvrin, plus récemment Valenciennes, eh bien ça résonne comme l'exemple des compétences, de l'expertise, de l'excellence industrielle française.
Donc la vraie question, c'est comment une grande région industrielle automobile comme la vôtre est capable d'assurer cette mutation et d'être au rendez-vous de la France, grande nation automobile du XXIe siècle. Eh bien, la filière automobile rassemblée a décidé de relever ce défi. Nous allons y arriver. Et nous allons non seulement y arriver, mais nous allons être les meilleurs. Nous allons attirer en France les plus grands projets des véhicules automobiles du futur. Regardez les investissements qui fourmillent dans votre région. Et ce n'est pas un hasard si Renault a choisi, par exemple, de localiser sa future R5 ou R4 dans votre région. Ce n'est pas un hasard si Stellantis a choisi de construire son usine de batterie dans votre région. Ce n'est pas un hasard, j'y étais la semaine dernière, que Toyota ait choisi le site de Valenciennes pour assembler la Yaris Cross. Ce n'est pas un hasard parce que vous maîtrisez la technologie de l'automobile, vous avez un vrai savoir-faire, de vraies compétences, des talents. Et comme Xavier l'a très bien dit, nous allons relever ce défi ensemble grâce aux femmes et aux hommes qui font l'industrie automobile. Ces femmes et ces hommes, ils vont vivre une mutation historique. Des métiers vont disparaître. Des métiers vont évoluer. Et puis d'autres métiers vont apparaître. Et notre défi, c'est à la fois d'accompagner les entreprises et les salariés qui vont voir leur métier disparaître, et en parallèle de miser sur l'avenir, d'être capable de construire, de bâtir les compétences dont nous aurons besoin dans le cadre de ce défi de l'électrique. C'est une opportunité formidable pour la filière et pour ses salariés. Demain, nous aurons besoin d'ingénieurs, électriciens, électroniciens. Nous aurons besoin de spécialistes du développement durable. Nous aurons besoin de roboticiens. Nous aurons besoin de designers. Bref, de nouvelles compétences qu'il va nous falloir aller chercher, aller former. Et Electromob, c'est ça. C'est l'idée, ensemble, de bâtir un programme de formation à des compétences nouvelles dont l'industrie automobile va avoir besoin. Nous avons fait ce travail collectif. Nous avons regardé combien, dans les années qui viennent, aurons-nous besoin de compétences. Environ 13 000 dans la région. Et Electromob est né autour de ça. C'est-à-dire on va former les 13 000 salariés dont les entreprises qui sont dans la salle vont avoir besoin dans les 3 ou 4 prochaines années. Alors notre chance, c'est que l'automobile attire en France, contrairement aux idées reçues. Ne vous laissez pas intoxiquer. D'abord, les Français aiment l'automobile. Ne vous laissez pas intoxiquer. Toutes les enquêtes nous le montrent. Nos clients nous le montrent tous les jours. Mais en plus, les Français aiment l'automobile au point qu'ils aimeraient, et ils en ont une bonne image pour y aller travailler. 75% des Français ont une bonne image de la filière automobile. 66% des jeunes de 18 à 25 ans ont une bonne image de la filière automobile pour y aller travailler. Donc, nous allons les convaincre qu'il y a un avenir pour l'industrie automobile et qu'il y a un avenir avec cette mutation historique de cette filière. Donc, je veux vraiment remercier l'ensemble des acteurs. Nous avons, je disais tout à l'heure en off, nous avons, je parle sous le contrôle de nos entreprises, réalisé un petit miracle, c'est que nous nous sommes mis d'accord entre nous. C'est déjà pas mal que la filière automobile joue collectif sur un grand projet. Alors que tu l'as très bien dit, nos entreprises sont concurrentes entre elles. Et nous le devons encore une fois, je le dis, beaucoup à l'ARIA Hauts-de-France. Nous sommes allés voir l'État dans le cadre du programme d'investissement d'avenir de France 2030 maintenant. Nous avons discuté avec le rectorat et nous avons surtout le soutien infaillible du Conseil régional des Hauts-de-France que je tiens à nouveau à saluer par la voix de son président. Voilà, donc c'est un bel exemple de démarche collective face à une mutation historique. Est-ce qu'on relève le défi ou est-ce qu'on subit? Nous avons fait le choix de relever ce défi. Merci, Monsieur le Président. Je laisse la parole à Madame le recteur.
Bien, bonjour à toutes et à tous. Alors, je m'adresse à vous en tant que rectrice de région académique, donc en charge de la formation professionnelle de nos jeunes, et aussi en tant que chancelière des universités, donc aussi en charge de nos universités. Et du coup, je dirais que c'est vrai, les entreprises ont fait alliance et sont en concurrence habituellement. Alors, nous, on a le monopole, en quelque sorte, ça pourrait être simple, on a le monopole des jeunes, ce qui n'est pas si simple. Alors, quand je dis le monopole des jeunes, ce n'est pas non plus évident. On a le monopole de nos collégiens, en quelque sorte. Donc, de ceux qui, à un moment ou à un autre, vont choisir d'aller vers la voie professionnelle, d'aller vers l'industrie, d'aller s'engager ou non dans nos métiers, qu'ils aillent dans nos établissements, éducation nationale, ou qu'ils aillent dans des CFA autres. Et bien sûr, il n'est pas lieu ici d'opposer les deux. Nous devons travailler en synergie. Donc, je dirais que sur nous, il y a une énorme pression, mine de rien. C'est justement de répondre à cette demande des entreprises d'avoir des jeunes, aussi des moins jeunes, et je rappelle qu'on est aussi opérateur de formation continue, tant dans nos lycées que dans nos universités. Mais déjà de former nos jeunes, qui peut-être sont attirés par la filière automobile, mais en revanche, parfois un peu réticents vis-à-vis du mot industrie, du mot électrotechnique, du mot usinage, enfin de tous ces mots qui n'attirent pas toujours les filles, c'est un problème, mais pas toujours non plus les garçons, et ça reste un de nos problèmes. Donc on a un véritable enjeu, et qui est porté par Electromob, qui est cet enjeu d'attractivité. Et c'est vraiment là-dessus que nous, éducation nationale, et aussi enseignement supérieur, mais éducation nationale, beaucoup, nous allons nous engager dans le cadre de ce projet. Alors c'est vrai que ce désengagement vers les filières industrielles ne date pas d'hier. On porte certainement tous une part de responsabilité. On s'en accommodait d'une certaine manière. On disait ouais, on a du mal à recruter dans nos lycées professionnels. Et puis ça s'arrêtait un petit peu là. Et là, effectivement, on ne peut plus rester comme ça. Là, nous avons un défi temporel qui est évident. Les entreprises qui sont sur notre territoire, et c'est un enjeu évidemment majeur pour notre territoire, ont besoin de jeunes maintenant. Et pour nous, éducation nationale, enseignement supérieur, c'est une formidable occasion de vous montrer qu'on est capable, bien sûr, de construire des diplômes. Et un diplôme, ça prend parfois du temps. Mais qu'on est aussi capable de construire des formations beaucoup plus courtes, des mentions complémentaires, des formations d'initiative locale, à la demande d'entreprises, et ce, en quelques mois. Et les deux, évidemment, n'étant pas incompatibles, mais devant fonctionner en synergie. Aussi, on a une démarche que ceux qui travaillent avec nous savent bien, c'est d'avoir une approche très territorialisée. C'est-à-dire qu'on sait très bien que beaucoup de nos jeunes ne sont pas très mobiles. On a des implantations industrielles, on a des lycées professionnels autour, on a des collèges. Et c'est dans ce microcosme territoire qu'il nous faut agir. Et c'est vraiment la démarche qu'on essaie de développer, à la fois dans le cadre d'ESPEL, mais aussi dans toutes nos petites actions ponctuelles qu'on peut avoir sur le terrain autour de nos établissements scolaires. On a fortement besoin des collectivités. Je ne parle pas de la région, bien sûr, c'est notre partenaire. Voilà, on est ensemble sur ces sujets de formation professionnelle, d'orientation. Voilà, c'est gravé dans le marbre, et ça marche formidablement bien dans notre région. Mais c'est aussi madame ou monsieur le maire qui rencontre une famille et qui va être en capacité de dire pourquoi tu n'envoies pas ta fille à tel endroit, ou pourquoi tu n'envoies pas ton gars à tel endroit. Voilà. Et ça, il faut qu'on sache travailler avec les collectivités pour être au plus près du terrain sur l'orientation de nos jeunes. Car c'est certainement j'ai une image souvent, cette approche un peu pointilliste, qu'on arrivera à rétablir l'attractivité de nos filières. Donc ce que je voudrais dire ici, c'est évidemment vous assurer de l'engagement total de l'éducation nationale dans ce projet, de nos établissements d'enseignement supérieur qui, je vous rappelle, sont assez
connu dans le domaine de la filière batterie, puisque c'est bien à l'UPJV en 2017 qu'on a inauguré un hub de l'énergie qui est siège du réseau RSE piloté par Jean-Marie Tarascon. Donc bon, voilà, on a cette reconnaissance en termes de recherche et d'innovation qui est là. C'est aussi notre GIP Académie, qui assure le portage administratif d'Electromob. Donc je crois que tout ça est là pour rappeler notre engagement sans faille sur ce sujet, avec inventivité et dynamisme, ce qui sont les caractéristiques de notre grande maison. Merci Madame le recteur. Je laisse la parole au secrétaire général pour les affaires régionales. Bien, monsieur le ministre, monsieur le président du Conseil régional, madame la rectrice, mesdames et messieurs, je suis heureux de représenter cet après-midi le préfet de région, Georges-François Leclerc, pour le lancement de ce beau programme Electromob. Alors, je ne reviendrai pas sur les différents enjeux de la filière. Les différents orateurs l'ont fait il y a quelques instants de cela. Ce que je voudrais vous évoquer, c'est peut-être vous remettre tout ceci dans une perspective, celle de la grande planification écologique et de ces différents chantiers, se déplacer, se loger, se nourrir, produire, consommer, préserver les écosystèmes. Chacun de ces chantiers, bien évidemment, doit contribuer à réussir la transition écologique du pays, et en particulier celui de l'amélioration de la mobilité, on a évoqué, madame la rectrice, il y a quelques instants, des Français grâce à une offre de transport plus propre et accessible sur l'ensemble du territoire. Alors le projet qui nous réunit en ce lundi après-midi montre combien la révolution de l'industrie verte est en effet d'emblée, d'ores et déjà en marche dans la région Hauts-de-France. Alors en matière d'automobile, ça se traduit par des besoins en production nouvelle. On a parlé des cellules de batterie, les bacs de batterie, les moteurs afférents qui remplaceront, le ministre Châtel l'a dit il y a quelques instants, en quelques années, celles liées aux motorisations thermiques. Alors la région Hauts-de-France, en effet, est le premier pôle de production automobile de France. C'est donc ici, à notre sens, que cette révolution, eh bien, elle est à l'œuvre. Évolution, révolution soutenue par les services de l'État qui investissent à travers France 2030, en particulier par le développement, on l'a évoqué, des gigafactories de batteries, et permettre la production à terme, au niveau France entière, de 2 millions de véhicules électriques par an. Alors cette transition rapide bouleverse bien évidemment les besoins en recrutement, les besoins en compétences, vous le savez donc, qui emploie en région plus de 50 000 personnes. Et tout ceci implique une adaptation des moyens de la formation des jeunes, des demandeurs d'emploi bien évidemment, et de la formation continue des salariés. Besoin important, autre chiffre que je redis, l'embauche et la formation en effet de plus de 13 000 salariés dans ce domaine, et alors même que la région doit également et en même temps faire face aux défis de la transition démographique. 500 000 départs de fin de carrière d'ici 2030 au niveau national, plus de 50 000 cessations d'activité par an, on mesure bien le pas à franchir. Et donc, pour être au rendez-vous de ces mutations, relever aussi le défi de la compétitivité, l'on doit quoi? Augmenter massivement le taux d'emploi. Et le préfet de région a l'occasion d'indiquer à différentes reprises qu'il convient de porter l'attention sur différents points prioritaires. D'abord, là aussi ça a été évoqué, changer l'image de l'industrie, bien évidemment, qui ne doit pas être associée à la pénibilité, à des conditions de travail difficiles. L'industrie s'est déjà notablement transformée ces dernières décennies, années, par l'innovation, par la poursuite de la robotisation. C'est un lieu de création de solutions, bien évidemment, pour améliorer la vie de nos citoyens dans un contexte de forte attente écologique et sociétale. Deuxième point, ne pas omettre nos quartiers, nos gisements prioritaires en ressources et en compétences, en particulier les quartiers prioritaires de la politique de la ville, là où l'on trouvera notamment les énergies nécessaires et le vivier pour répondre aux différents besoins exprimés. Les seniors aussi, pour lesquels la formation joue un rôle majeur. Les femmes et l'industrie, et encore une fois, je ne saurais ne pas omettre la citation que l'on ne peut se passer, madame la rectrice, de la moitié de l'humanité. C'est vrai dans Electromob, quand c'est vrai de tout un certain nombre d'autres secteurs.
Alors je sais naturellement, l'État en région sait qu'il s'agit là de priorités absolument partagées. Nous en sommes tous convaincus de part et d'autre de la table et que différentes actions sont déjà conduites en ce sens. Rappelez également, cela va de soi, mais ça va encore mieux peut-être en le disant, l'importance de l'entreprise dans la réussite des parcours professionnels. Comment ? Par exemple, en proposant un certain nombre d'emplois aidés permettant le développement des compétences des salariés, en facilitant l'immersion des actifs par des périodes, Pôle emploi les connaît bien, de mise en situation en milieu professionnel, en accueillant bien évidemment nos jeunes dans les stages, par exemple dans le cadre d'accompagnement en contrat d'engagement jeune, ou encore en recrutant des apprentis, évidemment via les différents leviers de l'alternance, qui est aussi un chantier tout à fait majeur qui nous réunit avec la collectivité régionale, en étendant enfin les relations commerciales aux structures de l'insertion par l'activité économique dans une région qui est bien pourvue en la matière. Les solutions sont là, il convient donc, et c'est de bon augure, d'accélérer, si j'ose dire, en la matière. Ainsi, l'État en région se réjouit de l'initiative Electromob, en effet tout à fait pionnière au plan national et je le sais regarder de très près à ce titre, et qui est construite sur une réponse collective à la nécessité d'accélérer le ressourcement et la formation des salariés de l'industrie de l'électromobilité. Alors pour finir, peut-être vous redirai-je que le préfet de région n'a pas manqué d'intervenir auprès du secrétaire général national chargé de France 2030 pour lui dire l'importance de ce projet pour les Hauts-de-France, mais également pour le pays tout entier. Et l'État, en attribuant une aide, donc dans le cadre de France 2030, de plus de 14 millions d'euros, est derrière vous, collectivement, pour faire émerger le vivier de talents et de compétences dont l'on a et aura besoin. Plus largement, France 2030, c'est un vecteur puissant de transformation au travers un certain nombre d'appels à projets ou d'appels à manifestation d'intérêt. C'est une réponse aux grands défis de notre temps, notamment la transition écologique, on l'a dit. Et au total, 54 milliards d'euros seront mobilisés dans les années qui viennent pour préparer la France de demain, soutenir les secteurs d'avenir, accompagner les transitions des secteurs d'excellence dont fait bel et bien partie l'automobile. Nous sommes donc convaincus que l'avenir de notre France industrielle, il se joue et se jouera en grande partie ici, en Hauts-de-France. Nous possédons des atouts essentiels dans la matière. Vous en faites tous collectivement partie. Merci à tous de votre attention. Et bon courage à Electromob. Merci. On ne parle pas après l'État, mais on va dire que dans cet hémicycle, je vais juste anticiper la première table ronde. Il y a vraiment un point sur lequel je voudrais insister. C'est pour les jeunes, mais c'est pour les toujours jeunes également. Il ne s'agit pas seulement de dire c'est votre avenir dans ce métier, mais il y aura des transformations économiques, il y aura des reconversions, et on a tout intérêt à bien intégrer ce phénomène-là aussi. Et à ce titre, je voudrais aussi souligner un autre point, c'est que nous parlons, acteurs de la formation, acteurs de l'automobile, Fabien, je parle sous le contrôle de Luc, il y a les entreprises, mais il y a aussi un autre acteur qui est très important, sont les partenaires sociaux aussi en tant que tels, parce qu'on parle des transitions, des transformations, et je pense qu'il faut aussi qu'on ait ce regard-là sur l'ensemble de la région, sur l'ensemble du secteur économique et aussi à l'intérieur des entreprises. C'est pour ça que je souhaite, dès cet après-midi, dans les tables rondes, dans les interventions, qu'il y ait aussi le regard des organisations syndicales, de façon à bien montrer aussi que le rapport peut être clé et que c'est très important dans une région comme la nôtre qui vit sa transformation économique dans la décennie qui vient, que tous les acteurs soient vraiment partie prenante. Laurent Rigaud, dans d'autres fonctions également, au titre d'organismes régionaux en la matière, on a toujours pu compter sur l'entière mobilisation des partenaires sociaux. Je souhaite que pour ce débat-là, ce défi-là, on soit aussi en partenariat avec l'ensemble des partenaires sociaux. C'est pour moi aussi l'une des clés de la réussite et aussi peut-être l'une des originalités de la région des Hauts-de-France. Merci, Monsieur le Président. Je vous propose effectivement de rejoindre vos places et j'appelle la première introduction. On a beaucoup évoqué le sujet Electromob, Monsieur Przybylski, président du comité de pilotage Electromob, Monsieur Luc Messiaen, pilote du projet Electromob, Marc Gironemi, pilote administratif et financier du projet Electromob. Il y a beaucoup de termes qui ont résonné lors de ce premier temps. Transformation, transition, unissons nos forces. Monsieur Przybylski, ça résonne comment chez vous? C'est quoi le projet Electromob? Bonjour d'abord. Monsieur le préfet de région représenté par le SGAR, Monsieur le président de région,
Monsieur le Président de la PFA, ancien ministre, Monsieur Le Dretz, Madame le Recteur, Mesdames, Messieurs, amis et collègues du consortium, Mesdames, Messieurs, c'est un vraiment très très grand plaisir d'être ici parce que c'est l'après-midi où nous concrétisons des mois et des mois d'efforts. Vous l'avez cité, le plus difficile, mais ça a été très simple en fait, a été de nous mettre d'accord dans le consortium sur des actions mutualisables. Et c'est extraordinaire, et ça a été en fait assez simple, et on l'a fait. Alors, je crois qu'il y a une présentation. Je ne la vois pas. Oui, très bien. Merci. 3 enjeux stratégiques dans notre vallée de l'électromobilité. D'abord, renforcer l'attractivité. On en reparlera, mais il faut d'abord que l'on attire et ensuite que l'on forme, et on sait former. Renforcer l'attractivité des métiers de la filière batterie. Le deuxième, c'est créer une relation à l'intérêt durable pour les métiers de cette filière. Nous avons cité là les 3 grosses gigafactories qui vont fabriquer des modules pour les constructeurs automobiles et bien sûr les constructeurs automobiles qui, eux, vont consommer ces batteries. Et puis après, assurer la montée en compétences de l'ensemble de la filière sur les nouvelles technologies liées aux nouveaux process et à la fabrication de ces batteries. Alors le projet Electromob, c'est je l'ai déjà dit, attirer l'attractivité, parce que moi je suis persuadé, mais c'est mon avis personnel, que nous savons former, nous savons très bien former, et former à ces métiers n'est pas si différent que de former à l'ensemble des métiers de l'automobile. Alors, attirer des jeunes, des étudiants, des moins jeunes, des talents, des demandeurs d'emploi, des personnes en reconversion, des personnes expérimentées et toutes les personnes qui veulent participer à cette révolution. De former, formation initiale, formation continue. Et nous avons un objectif de formation de 13 000 personnes, 13 000 personnes pour 25 millions d'euros investis, on l'a déjà cité, avec 40 partenaires. Et c'est ça qui est formidable, 40 partenaires. Des partenaires industriels, je les ai déjà cités, les 3 Gigafactories, ACC, Envision, Vercor, mais aussi, bien sûr, Renault Group, Renault Electricity, Stellantis, Toyota. Et n'oublions pas les partenaires institutionnels. Vous les avez cités. Je ne vais pas citer tout le monde, mais c'est vraiment important. C'est le point fort de cette région, avec aussi tous les partenaires de la formation. Voilà ce que je vais vous dire en vous répétant encore une fois. Quel plaisir de vous voir sans masque, de vous voir physiquement. C'est la première réunion du consortium. Et ben, ça ne va pas être la dernière. Et puis maintenant, action. Merci Frédéric. Peut-être Luc Messiaen, en tant que directeur de projet Electromob, c'est quoi les grandes actions qui sont inscrites dans le projet ? Tout d'abord, je suis rempli d'émotions cet après-midi, parce que c'est un long chemin pour arriver là. Mais comme ça a été dit, c'est vrai que c'est assez évident en Hauts-de-France de travailler ensemble. Et on l'a prouvé une fois de plus. Et ça, on peut s'en réjouir. Et c'est à ce titre que je tiens à remercier tous les membres qui ont rejoint ce projet et qui sont avec nous aujourd'hui. Alors nous distinguons tout d'abord 2 phases, 2 grandes phases de besoins. La première qui est de répondre aux demandes massives et rapides afin de contribuer au bon démarrage des gigafactories. Et ça, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est plusieurs milliers d'emplois sur 3 ou 4 ans. Et ensuite, il y a la phase plus récurrente pour garantir à tous les acteurs de cette filière la montée en compétence de leurs équipes. Comme ça a été expliqué auparavant, la partie attractivité est un point essentiel pour notre projet. Parce qu'il faut vraiment qu'on soit innovant dans l'approche, parce qu'on doit vraiment inviter tous les publics à nous rejoindre. Jeunes, moins jeunes,
femmes, hommes, reconversion, personnes en reconversion et personnes en situation délicate. Nous, on veut vraiment qu'on arrive à se mobiliser tous ensemble pour pouvoir aller chercher toutes ces compétences et leur proposer un job demain. Ensuite, concernant l'axe de formation, comme ça a été dit tout à l'heure, il y a les gros sujets, hein, ça va être la partie massive dont on a parlé. Là, on va mettre en place 4 plateformes plus une portée par un autre projet qui va vraiment prendre ce sujet et apporter et former les talents de demain. Et ensuite, il y a plusieurs actions, hein, on les a citées, Monsieur le Président les a citées tout à l'heure, hein, portées par différents intervenants qui vont justement monter en compétences pour pouvoir franchir ce passage vers l'électromobilité. Lors de ces phases de formation, il y a un point essentiel, parce que c'est l'expérience qui me permet d'en parler, hein, c'est de bien réussir à transformer l'essai. C'est-à-dire qu'on a encore beaucoup trop d'échecs entre on a réussi à tirer les jeunes, on les a formés, et au bout de la formation, ils ne nous suivent pas. Il y a vraiment une phase de séduction à trouver pour pouvoir conserver, pour faire en sorte que le jeune qui a bénéficié, ou le moins jeune qui a bénéficié de ces formations, puisse se transformer sur un emploi à terme. Et le dernier point, c'est la fidélisation, parce que c'est vrai aussi, ça va appeler beaucoup de déstabilisation, et ça appelle déjà beaucoup de déstabilisation dans les entreprises. Fait comment faire pour fidéliser le personnel, les salariés, les équipes à leur poste de travail et dans leur entreprise. Et ça, c'est vraiment le rôle de l'entreprise. Et là aussi, avec le collectif et avec l'ARIA, on prendra ce sujet pour pouvoir y répondre en partie et dans tous les cas. Encore merci à tous pour votre engagement. Encore merci à tous pour votre confiance. Et je laisse la parole, Jaïl. Très bien, merci Luc. Marc Géronimi, délégué régional académique à la formation professionnelle initiale et continue. Ah, j'y suis arrivé quand même. Et pilote administratif et financier du projet Electromob. Marc, quelques données chiffrées, les modalités de suivi, comment ça fonctionne tout ça? Eh ben, ça va fonctionner très bien pendant 5 ans. Alors c'est que j'interviens aujourd'hui en tant que directeur du JPFCIP, qui est un groupement d'intérêt public, formation continue, insertion professionnelle. Groupement d'intérêt qui a l'habitude de porter des projets pour la PFA, puisque nous portons aussi le projet d'AMI, maintenance des véhicules électriques à batterie. Caroline Cohen nous avait déjà un petit peu taquiné il y a quelques années pour porter ce projet, et c'est assez normalement que nous sommes revenus sur le soutien de ce beau projet. Je ne vais pas vous donner des dizaines de chiffres, mais quand même vous resituer un petit peu le projet tel qu'on est en train de finaliser la contractualisation. Ce sont en tout 25 millions, je vais être précis, parce qu'il y a mon agent comptable est présent dans la salle, donc je ne voudrais pas qu'il se trompe, 25 334 227 € et 15 centimes qui sont projetés en dépenses sur 5 ans, avec une subvention en effet maximale de l'État de 14 200 000, ce qui veut dire aussi que les partenaires se sont engagés fortement sur ce projet, c'était depuis le début, à la fois sur des apports en nature, matériel, immatériel et professionnel, sur près de 5 millions et sur un peu plus de 6,2 millions en apport numéraire. Donc c'est vraiment un investissement collectif. Et je ne parle pas bien sûr de ce que la région a pu proposer et financer au-delà de ce projet. La date de démarrage des dépenses éligibles à ce projet était fixée au 1er février. Donc nous sommes toujours en phase de contractualisation, mais les partenaires pouvaient décider de démarrer le projet avant la contractualisation finale. Et donc, je vous annonce, ça a été affirmé aujourd'hui aussi en comité de pilotage, mais donc la date de démarrage officielle a été fixée au 1er février 2023. L'ensemble des partenaires ayant déjà, pour certains, commencé à engager des dépenses dans le cadre de ce projet. Et nous travaillons en parallèle avec l'ensemble des partenaires à la concrétisation de l'accord de consortium qui va regrouper donc 37 partenaires. Je ne reviendrai pas sur la qualité des partenaires, mais c'est vrai que c'est assez remarquable. Et c'est aussi un gros défi que de faire signer 37 partenaires sur cet accord de consortium, mais qui a déjà été beaucoup travaillé. Je ne dirais pas que c'est un sacerdoce, comme diraient certains, mais en tout cas, on y travaille. Rappeler aussi simplement les objectifs. On parlait de 13 000 emplois pour ces 3 gigafactories. C'est à la fois 6 000 opérateurs, 3 400 techniciens, 2 000 ingénieurs, 1 850 managers et responsables qui sont à recruter sur ces 5 ans.
avec dans certains territoires une vraie pression déjà, on parlait du Carquois notamment, et une crainte des plus petites structures de voir finalement l'ensemble de leurs ressources absorbées par ces projets de Gigafactory. Donc il y a des enjeux bien plus larges que nous travaillons dans d'autres cadres. Entre nous, on dit souvent qu'Electromob n'est qu'une brique finalement du projet. Il y a des enjeux beaucoup plus larges et il ne faut pas tout non plus focaliser sur ce projet-là. Il est massif, il est important. C'est la première subvention en volume de l'ensemble des subventions accordées dans le cadre de la MICMA. Mais il y a d'autres projets à côté. On travaille encore sur les projets maintenance, notamment bien plus largement pour éviter aussi cet effet d'aspiration. Et donc rappeler rapidement à quoi vont servir ces 25 millions de dépenses. C'est 5,5 millions d'équipements sur des plateaux techniques mutualisés, AFPI, AFPA, Greta, au niveau des universités, dans les IUT. C'est 3 millions sur l'aspect communication, à peu près autant sur l'attractivité. Monsieur le président de région citait Mecalive, mais Mecalive existe déjà, financé par la région dans le cadre du dispositif ID avec l'UIMM, qui est un partenaire avec lequel nous travaillons sur tout le volet attractivité depuis des années. Et donc nous allons accentuer et renforcer ce projet dans le cadre de ce dispositif. 7 millions pour les différentes dépenses de personnel engagées par les membres du consortium et environ 5 millions sur l'ensemble des dépenses de fonctionnement, de pilotage et d'administration de ce projet. Voilà, je ne vais pas en dire beaucoup plus sur les chiffres, mais c'était pour vous resituer un petit peu le projet. Donc nous attendons la phase de clôture de la révision du budget sur les coûts marginaux, je ne rentre pas dans les détails, et ensuite nous pourrons signer l'accord de consortium et pouvoir commencer à libérer des sommes une fois versé le premier acompte de 45%. Très bien, merci Marc. Je vous propose de les applaudir. Bon. Luc, Marc, je vous laisse rejoindre votre place et je vais appeler la première table ronde dont la thématique c'est quels sont les nouveaux besoins des industriels. Et j'appelle pour cette table ronde donc Frédéric Pilwitsky qui est déjà là en tant que directeur du projet industriel ACC, Ayumi Kurose, directeur du projet usine de batterie France, Envision AESC, Gilles Moreau, cofondateur et directeur de l'innovation chez Vercor, Luciano Biondo, directeur général de Renault Électricité du groupe Renault, Bruno Bertin, DRH et directeur des affaires publiques France, Stellantis. Merci de vous installer. Donc l'objectif de cette, pour rappel, l'objectif de cette table ronde, c'est déjà de savoir quels sont les nouveaux besoins. On a beaucoup évoqué la question des nouveaux besoins. Quels sont-ils? Quel est votre regard par rapport à l'engagement sur le projet Electromob? Est-ce que ce projet, comment ce projet va répondre à vos attentes pour répondre à vos besoins d'emploi? Et au-delà de ce projet, quels sont vos points d'alerte, quels sont vos points d'intention? Monsieur Przybylski, je vous laisse la parole. Pas facile de démarrer, mais bon, c'est quels sont nos besoins? Pour ce qui concerne Automotive Cell Company, nous avons fait nos premiers stacks, nos premières cellules jeudi dernier. Bon, et je laisserai parler mon collègue Armingo, qui est le manager de ce process, qui interviendra juste après. Donc nous avons des besoins immédiats. Les besoins immédiats concernent la création d'une entreprise, mais je ne vais pas m'étendre, hein, autant la finance, les RH que la maintenance générale. Mais en termes volumiques, les vrais besoins, ce sont des conducteurs d'installation qu'on peut appeler pilotes de ligne ou des maintenanciers. Et c'est vraiment ces besoins-là qui sont des métiers pas très différents des métiers de pilotage de machines complexes. Après, nous avons vu ensemble, dans le consortium, les spécificités de l'industrie de la batterie, que sont surtout la chasse aux particules, la chasse à l'humidité, la chasse à la saleté, hein, et puis toutes les contraintes de travailler dans des salles sèches, des salles anhydres, de prendre des précautions pour manipuler ces objets qui doivent être manipulés non pas comme une pièce d'aspect de voiture, mais pas non plus comme une pièce d'usinage ou de fonderie. Bon, voilà, donc c'est des métiers qui sont assez facilement compréhensibles par les professionnels qui déjà aujourd'hui pilotent des lignes avec des machines complexes. Et du coup, Electromob, concrètement, comment ça répond à vos attentes et comment? Electromob, bien sûr que ça répond à mes attentes. L'attractivité. Il faut attirer dans ces super métiers. Il faut attirer vers l'industrie. Il faut attirer vers l'avenir de l'électromobilité. Et puis, oui, nous partageons, nous mettons nos ressources en commun pour tout ce qui
ne touche pas en fait à nos secrets, hein, parce que nous sommes un peu concurrents. Vous êtes un peu concurrent. Monsieur Courrozet, dites-nous. Oui, bonjour. Je m'appelle Aimi Kurose, donc directeur projet pour l'usine de batterie en France pour la société Envision AOSC. En tout cas, tout d'abord, je voudrais remercier en tout cas, toutes les personnes de services de l'État, de la région, de la collectivité et bien sûr Renault qui nous fait confiance pour le premier projet pour Envision AOSC en Europe, sans qui en fait nous ne sommes pas là aujourd'hui avec vous. En tout cas, merci beaucoup. Oui, juste, alors peut-être l'AOSC n'étant pas très connue très rapidement. Donc aujourd'hui, Envision AOSC, c'est une société donc, dont le siège social se trouve au Japon. Donc aujourd'hui, il y a déjà des sites en Chine, au Japon, et USA et UK. Ce sont des sites en fait déjà existants, compte tenu de l'historique de Envision AOSC qui a été créé en 2007 entre Nissan, surtout entre Nissan et Nissi. En fait, hein. Donc aujourd'hui, il y a une capacité globale de 20. Et disons que l'ambition actuellement, c'est d'atteindre au mieux 300, au plus 300, au mieux plutôt, minimum 300 gigawattheures à horizon 2026 à travers le monde. Alors comme il a été évoqué précédemment, c'est que la France est un site très important parce que c'est le premier site qui est créé en dehors des sites historiques de AOSC. Ce qui fait qu'il faut que, alors ça c'est un peu mon rôle, de prouver que l'opération est rentable en France et surtout aussi qu'on arrivera à trouver les talents nécessaires pour faire fonctionner l'usine. Donc je rejoins tout à fait toutes les discussions qu'il y a eu auparavant. Peut-être le slide d'après, oui, je vous présente très rapidement où est-ce qu'on en est. Donc, alors peut-être que vous ne savez pas, donc nous sommes situés sur le site de Lambre-les-Doués et Brebières, et éventuellement, donc nous sommes juste à côté de Renault Électricité, donc nous sommes à 500 mètres l'un de l'autre. Donc la production est prévue à partir du premier trimestre 2025. Donc cette usine, elle représente à peu près 20 hectares, donc avec un investissement qui est autour de 1 milliard. Donc notre objectif est de produire dès le début à peu près 9 gigawattheures, ce qui va représenter ce qui représenterait des capacités de production pour 180 à 200 000 véhicules par an en fait. Et d'ici fin 2024, début 2025, nous essayons d'atteindre donc 1000 emplois sur ce site-là. En fait. Oui, donc ça c'est pour montrer un peu les machines sur lesquelles vont travailler nos techniciens, nos opérateurs, nos ingénieurs. Et ça c'est une génération précédente qui s'appelle génération 4. La génération que nous allons avoir, ça va être beaucoup plus sophistiqué, avec des automates, avec énormément de contrôle et de contrôle qualité. En tout cas, c'est pour montrer finalement les technologies auxquelles nos futurs employés ou nos employés d'aujourd'hui vont faire face en fait. Donc aujourd'hui, comme vous savez, donc nous avons commencé des formations, notamment les formations de reconversion, donc sur Douai, grâce à la région, l'AFPI, Greta, et aussi l'équipe Pôle Emploi qui nous a permis de recruter très rapidement plus de 40 candidats en fait. Et ce qu'on constate après 5-6 mois, c'est que les personnes s'adaptent très bien. Et que honnêtement, nous avons cette formation. Nous avons aussi envoyé déjà un premier groupe à l'université d'Amiens pour la formation d'ingénierie et pour les techniciens. Et là aussi, nous avons un excellent feedback en fait. Donc là où après ces 5 à 6 mois d'expérience, nous sentons que on arrivera à faire des formations de qualité ici, à partir des bases existantes, parce qu'on est parti de quelque chose qui est existant au niveau de la technique, au niveau de l'ingénierie. Donc ça donne énormément de confiance sur l'avenir. En tout cas, alors, il faudrait prendre ça pour une opportunité, c'est que nous avons moyen de benchmarker avec d'autres sites, surtout le Japon et la Chine, ce qui permettrait de mettre au même niveau en France qu'ailleurs. Donc ça, je pense que c'est une opportunité pour qu'on puisse apporter ces savoir-faire et les technologies en Hauts-de-France. Sur l'attractivité, alors nos attentes, je pense, c'est tout d'abord de créer un état d'esprit collectif. Nous sommes dans le domaine de la chimie, de la haute précision.
Comme vous disiez, on est en dessous de millimètres, on est en dessous de dixièmes de degrés dans les contrôles. Donc c'est cette culture de qualité et que finalement la haute technologie est possible dans cette région. Je pense que c'est ça qui est important. Et donc notre attente est vis-à-vis effectivement des enseignants, mais aussi sans doute des parents, que cette haute technologie soit quelque chose de très tangible, de naturel dans cette région. Voilà. Très bien, merci Monsieur Crozet. Simplement peut-être pour rappel, vous évoquez la question des formations maintenance industrielle. On a effectivement formé 48 techniciens supérieurs de maintenance industrielle. On fait la même chose pour ACC. Ce qui est particulier dans ces formations, c'est que vous êtes impliqués d'entrée de jeu pour présenter vos métiers auprès des demandeurs d'emploi dans les territoires. Et c'est ça qui fonctionne. Donc peut-être une transition par rapport à Monsieur Moreau. Gilles, c'est quoi en fait votre regard par rapport à Electroma? Alors vous, c'est pas pour tout de suite. Voilà, nous, la petite différence avec mes collègues d'ACC et d'Envision, c'est qu'on a un petit peu plus de temps. Alors, pas tant que ça, parce que le SOP, le début de production, il est prévu pour mi-2025. Mais peut-être un tout petit retour sur qu'est-ce que c'est Vercors. Donc, nous, Vercors, on n'a pas tout à fait la même histoire, parce qu'on est parti de rien. Il y a 2 ans et demi, on était 6 entrepreneurs à vouloir créer une entreprise dans le monde de la batterie. Alors moi, ça fait 20 ans que je travaille dans la batterie, mais avant tout, on était des entrepreneurs. On a eu très vite le support et le soutien des équipes de Renault pour nous faire confiance sur une partie de leur production, la partie qui n'est pas prise en charge par Envision. Et voilà. Et donc aujourd'hui, Vercors, c'est aujourd'hui 290 personnes sur Grenoble, sur un site. Donc là, pour le coup, sur une région qui est beaucoup moins industrielle, beaucoup plus microélectronique, pas du tout sur l'automobile, ou très très peu, mais beaucoup sur l'électrochimie. Donc c'est là-bas qu'on s'est installé, c'est là-bas qu'on a notre écosystème. Et pour démarrer, c'était important pour nous. Mais il y a maintenant plus d'1 an et demi, on a choisi le site de Dunkerque pour nous installer. Et demain, Vercors, ça sera 1200 personnes sur le site de Dunkerque, voilà, juste à côté d'autres industries qui sont en train de s'installer autour du recyclage des matériaux actifs. Donc on est très content de là où on s'est installé. On est très content d'être dans le Nord. On y est très souvent, beaucoup trop souvent pour ma femme, mais néanmoins, ça fait toujours plaisir. Et voilà. Et le projet, nous, Electromob pour Vercors, c'est 4 thématiques. Je ne vais pas rentrer dans le détail. On a une partie qui est interne à Vercors avec la formation de nos opérateurs, nos techniciens localement. Une partie plus porte ouverte, du sponsoring. En fait, et c'est pour répondre un peu à ta dernière question, qu'est-ce qui est notre point d'attention? Qu'est-ce qui fait que dans Electromob, on va s'investir très fort? Qu'est-ce qui est, on pense, le point clé? C'est l'attractivité. Alors, je suis content parce que j'avais choisi d'en parler avant. Maintenant, tout le monde en a parlé, donc je me sens un peu plus bête. Mais je vais quand même en remettre une couche parce que sur Dunkerque, on parle de 16 000 à 17 000 emplois nécessaires sur juste le bassin d'emploi dunkerquois, en comptant les modifications sur la centrale nucléaire de Gravelines, les modifications dans l'emploi autour d'Arcelor, et plein d'autres écosystèmes, dont l'écosystème batterie, qui sera pas seulement Vercors, mais comme je viens de le dire tout à l'heure, du recyclage, de la matière active. Et donc on a un enjeu qui est colossal. 17 000 emplois, ou 16 à 17 000 emplois entre 2025 à 2030. C'est énorme. C'est un changement qui va être colossal. Et Madame le recteur, tout à l'heure, en parlait sur comment on fait pour que les enfants qui sont aujourd'hui au collège, qui en 2030 rentreront sur le marché de l'emploi, comment on fait pour que ces jeunes-là, ils aient la conviction que l'industrie, c'est super. J'ai beaucoup passé de temps, je le disais tout à l'heure, avec les profs de collège et les profs de lycée. Ça a été notre premier travail quand on est arrivé pour parler formation sur Dunkerque. Je suis allé dans les classes, j'ai présenté, et on a du travail, parce qu'il y a l'image de l'industrie.
c'est pas aujourd'hui l'image que moi j'en ai, start-up industrielle, etc. Il y a encore un peu de travail. Et donc ça là-dessus, voilà, c'est notre point d'intention et on va s'investir, c'est sûr. Merci Gilles. Monsieur Biondeau, est-ce que le projet Electrum répond à vos attentes et comment il répond à vos attentes? Tout d'abord, bonjour à toutes, bonjour à tous. D'abord, je voudrais féliciter Frédéric, parce que quand même réussir avec Luc à piloter ce projet et réunir autant d'entreprises, même si on est de moins en moins concurrents, parce qu'on a changé de concurrent, mais en tout cas, je voulais remercier Frédéric sur ce sujet. Si on peut passer à la première slide, pour moi, on a beaucoup parlé d'attractivité. En fait, Electromob, c'est un problème de compétitivité qu'on va traiter. Vous savez tous, la voiture électrique, et on le voit encore ce matin, avec l'annonce des concurrents comme BYD, on a tendance à dire que finalement, c'est plus Stellantis, notre concurrent, c'est pas Toyota, et encore moins dans la région, mais c'est vraiment des gens comme BYD qui arrivent avec 10 ans d'avance sur la voiture électrique, et il faut quand même avoir en tête. Donc le sujet, c'est vraiment, à travers ce qu'on a écrit, qu'on veut rendre populaire, accessible la voiture électrique. Le vrai sujet, c'est la compétitivité de l'industrie de la voiture électrique dans les Hauts-de-France. Et c'est ça qui fera qu'on pourra aller très loin. Et donc, Electromob y répond. Pour faire ces 500 000, si on va sur différentes slides, mais on a 7 modèles électriques, 5 sont fabriqués dans les Hauts-de-France, et ça, c'est un point important. Mais je vais zoomer sur la dernière, c'est celle-là que je voudrais partager avec vous. La prochaine. Voilà. Ça, c'est vraiment... et c'est à l'image d'Electromob. Je n'ai pas assisté au début des discours du président Bertrand et du président Luc Châtel, mais en tout cas, vous avez dit la même chose que moi. Pour produire en France, il nous faut un écosystème. Il faut un écosystème robuste. Et à travers, c'est quand on a décidé de mettre AECN Vision dans le jardin, et c'est pas un chinois AECN Vision, vous avez vu, c'est d'abord Born in Nissan, et Nissan appartient à l'Alliance. Je me répète à chaque fois. Vercor, c'est une société où le groupe Renault a dit on va vous suivre, on va vous aider, et on y va, et on les a fait tous les deux dans le Nord. Troisième entreprise, la co-entreprise avec Mint, qui va démarrer dès le 1er mai, donc une troisième entreprise. Donc, finalement, on veut changer notre relation, c'est une relation vraiment d'écosystème, avec les fournisseurs qui vont devenir partenaires. Dans la batterie, c'est déjà fait. Dans la voiture électrique, c'est déjà fait. Et maintenant, on doit développer avec les autres fournisseurs. Et c'est là où notre objectif d'avoir 80% des fournisseurs inférieurs à 300 km pour pouvoir travailler sur la synergie, formation, et on veut créer notre centre de formation, pas pour former uniquement nos salariés, mais les salariés de notre écosystème. Et puis c'est ça qui va faire marcher. Donc Electromob, finalement, c'est un accélérateur à développer la compétitivité de l'industrie automobile dans les Hauts-de-France. Et c'est pour ça que je félicite tous les acteurs de ce projet. Finalement, une des solutions, c'est celle-là. Ce ne sera pas la seule nécessaire. Et je pense que Luc le sait, ce ne sera pas la seule nécessaire pour réussir à produire en France des voitures électriques. Mais celle-là, c'est déjà une case de cocher dans les Hauts-de-France. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Très bien, merci Monsieur Biondeau. Je laisse la parole à Monsieur Bertin, DRH et directeur des affaires publiques chez Stellantis. Avant de préparer la rencontre, vous m'avez parlé de beaucoup de mots, compétences de demande, transition. Est-ce que tout ça, reconversion, est-ce que Electromob répond à cet objectif-là, à ces différents mots? On a pu prendre ça ensemble. Oui, merci. Je suis très heureux de participer aussi à ce lancement de ce projet qui est assez majeur. J'allais dire que pour Stellantis, qui est un acteur de référence sur le territoire national, c'est 12 usines sur l'ensemble du territoire. On a implanté dans 7 régions. Et comme vous le savez, dans la région de France, nous avons 3 sites, 2 sites de mécanique et puis un site de véhicules. Tous les sites, l'ensemble de nos sites est impliqué dans cette transition énergétique. Luc Châtel est revenu tout à l'heure sur le bouleversement sans précédent qu'on connaît l'industrie automobile. Et c'est vrai que pour nous, notamment fonction RH, c'est un défi important, un défi d'accompagner les salariés qui sont sur les métiers traditionnels, on va dire, de l'industrie automobile vers d'autres métiers. C'est le formidable défi qui est devant nous et que nous sommes en train de réaliser.
C'est vrai que par rapport à d'autres concurrents, ça a été souligné, Stellantis avec ACC va se lancer les premiers dans cette aventure. Et de ce fait, ça nous a mis aussi, nous, un peu de pression sur le sujet pour accompagner nos salariés. Donc je pense que sur le slide suivant, vous avez quelques idées clés qui me paraissent importantes. Je pense que l'anticipation, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Le président de région parlait tout à l'heure comment impliquer les partenaires sociaux. Nous l'avons fait. Nous avons au sein de l'entreprise Stellantis des observateurs des métiers qui nous permettent d'avoir de la prospective, de voir un peu les métiers qui vont être les métiers de demain, ceux qui vont plutôt disparaître au fur et à mesure. Et cette vision anticipatrice permet derrière de développer les compétences des salariés et de les sécuriser dans leur parcours. Je dirais que c'est ça le maître mot. Nous, au sein de Stellantis, on a créé 2 académies. Une académie sur la software et le data, une sur l'électrification. Je peux d'ores et déjà dire qu'en 2022, on a 700 diplômés pour l'académie software. On a 13 000 personnes qui ont été formées au sein de Stellantis sur l'électrification. Donc je dirais que ce sujet-là est un sujet très, très concret. Ce n'est pas juste des projets, donc il est dans l'exécution aujourd'hui. Un des exemples, c'est bien sûr le site de Douvrin qui ici exerce une production de moteurs thermiques et qui se voit, je dirais, complètement bouleversé par cette transition énergétique. Et donc ce qui est en train de s'opérer est assez exceptionnel puisque nous sommes en train de préparer la reconversion de ces salariés vers les nouveaux métiers de la Gigafactory. Et pour ça, nous avons créé, et ça va être lancé très prochainement, puisque c'est la date précise, c'est le 9 mai, donc c'est dans 15 jours à peu près. Nous allons créer ce centre technique à proximité de Douvrin. Et ce centre technique est une première en Europe, première en France évidemment, puisque là on est un peu les pionniers. C'est le fruit d'un travail collectif. Je dirais que ça a souvent été dit, il y a un écosystème, il y a des partenaires nombreux. Donc la région Hauts-de-France dans laquelle on est accueilli ici, et bien sûr en fait partie. L'UIMM qui est aussi présent en fait partie puisque c'est le porteur de ce projet. Nous avons des organismes de formation. Nous avons l'État qui nous apporte aussi un soutien sur ce projet. Et ce plateau technique, et vous aurez l'occasion d'avoir plus de détails dans la table ronde suivante, permettra d'accélérer la transition vers les Gigafactories. Et cet outil-là que nous sommes en train de mettre en place là dans les semaines qui viennent, c'est un outil qui va être au service du territoire. Je pense que ça, c'est important de le dire. Bien sûr, il va servir à la reconversion des salariés de Douvrin qui sont touchés par cette reconversion, mais il servira à l'ensemble de cette industrie qui est en train de se développer sur le territoire des Hauts-de-France. Peut-être que sur le slide suivant, les conditions du succès, je pense que je n'y reviens pas, c'est évidemment le travail avec les partenaires sociaux en anticipation. Et je pense que derrière, il y a la valorisation des compétences. Dans le projet de ce plateau technique, au bout du parcours, il y a une certification. La certification, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour valoriser ces nouveaux métiers et pour attirer, pour répondre aussi à ce besoin d'attractivité que nous avons, attirer des salariés qui sont en reconversion, des demandeurs d'emploi vers ces nouveaux métiers. Et ensuite, nous avons besoin de sécuriser ces dispositifs de reconversion. Et ça, je pense que c'est important. Ce que nous mettons en place permet de sécuriser, j'allais dire, le basculement dans un nouveau métier. Voilà ce que je pouvais dire en synthèse. Je crois qu'il y avait un dernier slide juste pour montrer aussi que l'électrification, mais il y a aussi l'hydrogène. Ordin, qui est aussi dans la région Hauts-de-France, c'est la seule usine à faire à la fois des véhicules thermiques, des véhicules électriques et aussi des véhicules hydrogène. Donc voilà, l'avenir, on est en train de le faire. Merci, Monsieur Bertin. Monsieur Romain Mojan, manager développement RH chez Toyota Manufacturing. Est-ce que vous pouvez effectivement nous expliquer en quoi le projet Electromob va répondre à vos attentes, pour repréciser un peu ce que c'est que TMMF et peut-être répondre à la question. Merci. Bien sûr. Alors tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Juste avant de présenter Toyota, effectivement, derrière nous, il y a aussi tous les partenaires qui ont déjà été cités, mais je me dois de le faire également, les Greta, le Pôle emploi, le Conseil régional, l'ARIA qui a porté ce projet et l'ensemble des membres du consortium. Tout ça, c'est ce qui fait qu'on est tous assis devant vous aujourd'hui.
Alors, la photo que j'ai apportée là, c'est notre site de production à Onnaing, qui fabrique la Toyota Yaris et la Yaris Cross, qu'on aura à l'image juste après. Un bref rappel d'histoire, ça a démarré en 2001, la saga Toyota dans les Hauts-de-France, avec Yaris 1, Yaris 2, Yaris 3 et Yaris 4 qu'on verra juste après. On a lancé, nous, la technologie hybride en 2012. Et je vais y revenir puisque c'est un peu l'intérêt pour nous de figurer dans ce projet électromobilité. C'est qu'on a parlé du tout électrique, mais je souhaite également faire exister la technologie hybride qui aujourd'hui fournit près de 5000 emplois, enfin plus de 5000 emplois sur notre site d'Onnaing. Et puis bon, on voit que la production fonctionne bien, 4 millions en 2020. On a lancé les Yaris Cross en 2021 et on a fêté tout récemment, vous l'avez sûrement vu dans la presse, la 10 millionième Yaris vendue dans le monde. Donc il y a encore une success story à écrire. Donc ça, c'est les deux modèles qui sont construits sur le site d'Onnaing, la Yaris 4 en rouge, la Yaris Cross en couleur or. Et elles sont toutes les deux forcément en technologie hybride. Et c'est aujourd'hui un peu plus de 80% de la production. Alors pourquoi Toyota s'engage dans ce projet Electromom ? Je vais répondre en introduction d'abord à la question qu'on nous pose très souvent. Quand est-ce que Toyota fait du tout électrique et pourquoi on ne le fait pas tout de suite ? Tout d'abord parce que le modèle qui est proposé aujourd'hui, on voit qu'il trouve sa clientèle puisque le carnet de commandes est plein. Nos 5000 emplois aujourd'hui sur le site, ils existent grâce à la technologie hybride. Donc pour le moment, il n'y a pas d'urgence pour nous à basculer dans cette technologie-là. Néanmoins, on souhaite tout de même s'y préparer. Donc ça correspond au projet du groupe Toyota d'être au-delà d'un constructeur auto, être aussi un fournisseur de mobilité et de proposer toutes les possibilités possibles pour se déplacer. Il y a aussi autre chose qui est lié à nos valeurs propres, à l'ADN du groupe Toyota, c'est le gaspillage. Vous entendez souvent parler du MUDA. Ça nous paraîtrait du gâchis de le faire chacun dans son coin, peut-être solliciter des aides d'État, de la ressource, du temps, alors qu'on a finalement les constructeurs, malgré, M. Bertrand le disait en introduction, des parts de marché chacun à conquérir. Finalement, le but est le même, satisfaire le client avec des technologies durables. Donc ça nous paraît intelligent de s'y associer. Évidemment, on doit anticiper les besoins futurs en compétences. On a très souvent parlé dans notre consortium des techniciens de maintenance, qui est l'un des points d'attention particuliers. Et tous ces métiers-là, ils vont évoluer. L'industrie 4.0, la robotique, la digitalisation, tout ça se prépare et ça ne se fait pas en peu de temps. Donc c'est tout à fait logique pour nous de nous y préoccuper dès maintenant. L'attractivité de l'industrie automobile, ça a été largement évoqué par mes collègues, je ne vais pas y revenir, et aussi l'attractivité du territoire, ça a été dit en introduction, et puis bien sûr la formation. Alors on a beaucoup parlé des collaborateurs de demain, donc les jeunes, l'orientation. Je souhaite qu'on n'oublie pas également les salariés actuels. Je pense que c'est M. Châtel qui parlait de ça tout à l'heure, l'évolution des métiers et les compétences en mutation. Nos salariés, il faut aussi les accompagner tout au long de leur carrière en leur permettant un accès à la formation continue. Alors la synergie positive au sein du consortium, j'en ai parlé, c'est ce à quoi ça va répondre à nos attentes. Le développement d'infrastructures, forcément, pour éviter le gaspillage tel que je le disais. Si on parlait de simulateurs tout à l'heure, de filières, d'outils communs, autant être intelligent et le faire tous ensemble. Et évidemment, préserver l'attractivité de l'industrie auto au travers l'hybride pour ce qui est de Toyota pour le moment. Les actions de communication, tout ce qui peut être généré au sein du consortium pour attirer sur le territoire et notamment dans ces métiers-là, forcément, nous, ça répondra à nos attentes. Et puis, tout ce qu'on peut faire pour rendre possible la formation, adapter l'offre, on le voit avec le campus des métiers avec lequel on travaille régulièrement sur le sujet, commencer à modifier les contenus de formation, y ajouter ce qu'il faut pour préparer les salariés de demain, et puis travailler aussi sur l'orientation, Madame la rectrice le disait tout à l'heure, à la fois pour les enfants, mais aussi pour les parents, puisque c'est également eux qui vont jouer un rôle dans l'avenir de nos futurs salariés. Dernière slide. Voilà.
Alors, les points d'attention de Toyota au-delà de ce projet-là, évidemment, protéger nos compétences actuelles. Luc Messiaen en parlait tout à l'heure. Ce ne serait pas une si bonne nouvelle que ça si demain, par l'arrivée des gigafactories, finalement, on réduisait l'emploi dans les constructeurs historiques installés sur le territoire. Donc, j'ai bon espoir qu'on soit capable de faire les deux. Faire exister la technologie hybride, l'orientation des étudiants et des étudiantes, vous l'avez dit tout à l'heure, et puis faciliter l'accès à l'emploi. Là, ça va dépasser un petit peu notre périmètre de compétences, mais les transports, le logement, voilà, toutes ces parties-là qui feront une réussite au travers de ce projet. Très bien, Monsieur Méjean. Je vous propose qu'on applaudisse l'ensemble des intervenants à cette première table ronde. Merci. Merci à vous. J'appelle la table ronde numéro 2. La thématique, c'est comment répondre aux nouveaux besoins des industriels. Et donc, on est sur une partie un peu plus formation, académie. J'appelle David Skripczak, directeur général de l'AFPI CFAI Région Nord-Pas-de-Calais. Mathieu Bocan, professeur agrégé et coordinateur de la partie UT du projet Electromob. Nadine Guérin, directrice de programme de transformation LHH. David Omnes, DRH Stellantis d'Ouvrin. François Leclerc, conducteur d'installation Stellantis d'Ouvrin. Frédéric Rochette, technicien qualité fournisseur ACC. Cédric Von Landewick, ingénieur de maintenance ACC. Henri-Pierre Armingot, responsable de la mécanique des procédés. Je ne sais pas s'il y aura cette place, mais on va s'organiser pour. Monsieur Skripczak, David, dites-nous en quelques mots, qu'est-ce qui va se passer en matière de formation? On a entendu beaucoup parler de formation, formation initiale, formation continue. Le projet Electromob va permettre effectivement de dresser l'ensemble des voies de formation, et ça c'est extrêmement intéressant. Allez-y, allez-y. En quelques mots. Donc en quelques mots, ça va être un peu difficile, mais déjà avant de démarrer, moi je tiens à souligner la mobilisation de tous les organismes de formation, tous les acteurs de la formation qui, sur un projet de territoire, ont su se mobiliser. Ça, c'est une première. Moi qui suis un ancien de la formation, c'est une première, puisqu'on a souvent eu des industries qui sont venues s'installer, et à aucun moment, chacun fait preuve de transparence par rapport à ce qu'il faisait déjà, par rapport à ce qu'il voulait faire. Et ça, c'est quand même important de le souligner. Et donc, tous les acteurs de formation ont été vraiment mobilisés depuis quelques mois sur ce projet. Donc, ça a été dit aussi plusieurs fois dans les premières interventions, il y avait un existant. En région Hauts-de-France, en Nord-Pas-de-Calais, il y avait un existant. Aujourd'hui, les universités, les IUT, les organismes de formation, le GRETA, on est en capacité à former des conducteurs d'installation, on est en capacité à former des techniciens de maintenance. Ça, on sait faire. Par contre, où il fallait travailler, c'était sur la coloration qu'il fallait mettre par rapport aux nouvelles compétences demandées par l'implantation des 3 gigafactories. Donc on est parti sur 2 axes. C'était d'abord consolider ce qui existait et ce qui fonctionne déjà très très bien, et puis renforcer l'existant par rapport au delta et par rapport aux compétences nécessaires et suffisantes pour que demain, un technicien de maintenance, un ingénieur, un cadre, je ne vais pas citer tous les métiers, mais puisse être opérationnel dès le démarrage sur la Gigafactory. Alors, vous voyez, vous le voyez certainement en grand, mais il y a beaucoup d'opérateurs de formation, hein, on est plus d'une vingtaine à s'être mobilisés. On a segmenté d'abord, on a fait une segmentation des différents niveaux, donc opérateurs, techniciens, ingénieurs et cadres. Et puis chacun s'est positionné de bac-3 à bac+8, j'aime pas le trop terme bac-3, mais voilà, chacun par rapport à son profil de formateur et d'outils techniques, s'est positionné sur un type, sur un segment de formation. Alors en sachant qu'il y a des passerelles quand même, bien évidemment, entre bac+2, bac+3, vous voyez des passerelles, entre bac+3 et bac+5 également, il y a des passerelles. Et puis aussi, il y aura un fil conducteur qui sera mis en place par Coris, puisqu'il y a, M. Bertrand l'a dit tout à l'heure, il y a un simulateur générique d'usine de production qui nous permettra à nous tous de pouvoir aussi mettre autre chose que de la formation dite entre guillemets académique. Donc, si on peut passer, voilà, si on regarde l'importance d'Electromob pour tous les partenaires de formation, je parle au nom de tous des partenaires et tu fais bien Mathieu. Rappeler. Voilà, donc je parle au nom de Mathieu et moi, parlons au nom de tous les prestataires, parce que si on était venu à 20, ça aurait été peut-être un peu long. Donc, pour nous déjà, la première chose, on l'a dit, c'était la création de partenariats. Et ça a été fait. Partenariat entre acteurs de formation et partenariat avec les industriels. L'industriel Gigafactory et industriel aussi, fournisseurs
d'outils didactiques. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, et c'est là où Electromob va être un fabuleux accélérateur, c'est de pouvoir investir, bien évidemment, sur des matériels. Et tout à l'heure, Marc a parlé de sommes d'investissement. Forcément, pour nous, c'est le point 2, c'est l'acquisition de nouveaux équipements qui nous serviront à faire des TP. Et puis aussi, le point 3, il fallait aussi que tous ces acteurs de la formation puissent demain mobiliser des ressources pour pouvoir être en capacité à former toutes ces personnes. Vous avez parlé de pression tout à l'heure pour les démarrages. Nous, en tant qu'acteurs de formation, on a la pression également, puisqu'on sait qu'on a beaucoup de volume et beaucoup de flux à passer sur des matériels qui vont nous arriver dans les semaines à venir. Alors, bien évidemment, qui dit action de formation dit aussi évaluation. Donc, il y aura des évaluations et en termes quantitatifs et qualitatives. Donc, on va pouvoir mesurer que les Gigafactories soient satisfaites. Déjà, on pourra mesurer via des volumes de contrats d'apprentissage formés, voire de stages réalisés en entreprise, de nombre d'embauches issues à l'issue de scolarité, et puis aussi de reconversion réussie, on en parlera, je pense, tout à l'heure, et puis aussi par rapport à des volumes d'étudiants qui seront formés chaque année. Voilà. Ça, c'est pour l'aspect quantitatif, et puis l'aspect qualitatif, qui est le plus important, je dirais, c'est comment va-t-on mesurer la satisfaction des Gigafactories par rapport aux apprenants qu'on va leur envoyer. Ça, c'est un point. Et puis le point qui est le plus important, et c'est le dernier petit point en bas à droite, c'est les réactivités qu'on va devoir avoir avec les 3 Gigafactories pour faire évoluer le système en permanence. Puisque là, on part d'une copie blanche, on y a travaillé depuis quelques mois, on va sortir nos premiers apprenants bientôt, et puis il faudra tout le temps retravailler sur le contenu de formation pour que celui-ci soit opérationnel. Donc si on fait un zoom maintenant sur la formation des opérateurs et techniciens, donc celle sur laquelle j'ai travaillé. Donc là, vous voyez, vous parliez de concurrence tout à l'heure, nous, on l'est aussi, concurrent, et pourtant, on s'est tous mis autour de la table pour travailler ensemble, l'AFPA, les 2 AFPI, Avenir Formation, le Greta, et lui-même pour la création des DCQPM, puisqu'on avait créé une fiche qui était la création d'un plateau technique dédié à la batterie et la création de 2 CQPM. On verra la CQPM tout à l'heure, c'est pour la certification et la validation. Donc, le plateau technique, qui seront au nombre de 4, on le verra après, doit accélérer et faciliter l'intégration des apprenants et des futurs opérateurs et techniciens en Gigafactory. Donc ça, c'est relativement important. Donc je ne vais pas vous décrire, le plateau technique. Ce qui est important de savoir, c'est que on l'a dit, avec l'AFPA, Avenir Formation, avec les Greta, etc., on va colorer tous nos diplômes. On va créer 2 CQPM spécifiques, certes, on le verra tout à l'heure, mais on va colorer tous nos diplômes. Un CAP, un bac pro, un titre pro, un CQPM pour avoir une coloration batterie qui ira de 150 heures à 400 heures par rapport aussi au niveau des apprenants qui arrivent dans nos circuits de formation. Mais en tout cas, c'est la coloration qui sera importante. Voilà. Les étudiants, les lycéens aussi, quand on passera un bac pro maintenant dans un lycée, je pense qu'on donnera aussi une coloration. Donc voilà. Donc l'idée, c'est quoi? Je ne vais pas tout lire, mais c'est de modifier les réflexes et d'acquérir de nouveaux réflexes, puisque là aussi, on va accueillir des jeunes qui n'auront aucune connaissance technique, et puis on va accueillir aussi d'anciens salariés d'industrie, pharmaceutique, automobile, qui auront déjà pu acquérir des compétences techniques. Donc, si les compétences techniques sont acquises, tout va bien, on n'a pas à leur redonner. Par contre, ce qu'on va devoir forcément faire à chaque fois, c'est une coloration, parce que la production de batterie est multifactorielle, et on sait qu'on va devoir donner des notions de chimie, des notions de mécanique importantes. On l'a parlé tout à l'heure de particules, on parle de précision, de particularité par rapport à savoir-être, parce que travailler dans une salle blanche, c'est pas comme travailler dans une fonderie. Vous avez appelé les termes de fonderie tout à l'heure, c'est pas tout à fait la même chose. Donc nous, on va devoir donner les bases, des notions pour que l'apprenant qui deviendra opérateur ou technicien ou ingénieur ou cadre après dans l'entreprise ait les bons réflexes d'entrée. Voilà, notions sur le produit aussi, et puis tous les risques et contrôles qualité qui vont juxtaposer la mission d'un futur collaborateur en Gigafactory. Donc en gros, s'il y a trois types de comment dirais-je de compétences, il y a les compétences socles qui reprennent vraiment le process, le produit, qui est nouveau pour tous les apprenants, les compétences techniques, qu'on ira plus ou moins loin selon le niveau, les prérequis des personnes, et puis après les compétences dites habilitation, qui permettront à chacun d'être opérationnel sur son bassin. Voilà, donc pour nous, le public visé, il est très large, le spectre est très très large, puisque dans le cadre de la formation continue, on va former des demandeurs d'emploi. D'ailleurs, on a commencé, tout à l'heure, ça a été dit, et on remercie aussi le conseil régional de nous avoir déjà doté de l'eau sur des formations de techniciens supérieurs de maintenance ou conducteurs d'installation. Donc on va commencer à former des demandeurs d'emploi, il y a des salariés en reconversion, on le verra tout à l'heure.
Puis après, il y a tous les lycéens et les apprentis qui auront une coloration dans leur diplôme qui leur permettront, on l'espère après, d'être beaucoup plus attractifs pour les gigafactories. Donc nous, notre fiche était opérateur à technicien de maintenance. On l'a dit aussi tout à l'heure, l'UAMM va créer, parce qu'on parle de certification, on va créer 2 CQPM, certificat qualification paritaire de la métallurgie, qui permettront, donc là le premier est déjà en cours, qui est le conducteur d'installation, donc qui sera validé d'ici quelques semaines. Donc ce CQPM permettra de valider des objectifs opérationnels qui ont été listés par les 3 gigafactories et qui permettront à un apprenant de valider son permis, entre guillemets, son permis de passage pour aller en gigafactory. Donc ça, c'est en cours, on a bien avancé. Et puis le spectre de diplôme aussi, on l'a dit, c'est du CAP au BTS, et puis du titre pro à différents CQPM. Donc l'enjeu est grand, 1500 salariés conducteurs de ligne sur les 4-5 prochaines années et 400 techniciens de maintenance. Ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, et je passe la parole ensuite, c'est qu'on a prévu dans le cadre d'Electromob d'acheter 4 lignes mobiles. C'est important la mobilité parce qu'on sait que la temporalité des embauches ne sera pas la même selon les sites. Donc on ne va pas les déplacer à la semaine bien évidemment, mais en tout cas il faut que ce soit mobile pour que demain il puisse y avoir 2 lignes sur un bassin et puis 2 lignes sur un autre bassin 1 an ou 2 ans après, parce qu'on sait que la temporalité des embauches ne sera pas tout à fait la même. Merci David, c'est extrêmement précis. C'est d'autant plus précis qu'effectivement un des éléments clés dans la réussite des recrutements, ça sera la proximité, le aller vers qui revient souvent dans nos discussions dans le cadre des SPEL. Monsieur Bocan, sur la partie universitaire, donc là on passe de Bac plus 2, c'est ça? Bac plus 8. Oui. Qu'est-ce qui est prévu pour Electromob? Alors déjà, pour préciser un petit peu par rapport à ce que David vient de préciser, les enjeux d'Electromob sont communs à tous les organismes de formation, donc ça je pense que c'est important de l'avoir en tête. Et dans le consortium, on a tous fait le constat que nos indicateurs essentiels finalement allaient être le nombre de formés que nous allions pouvoir intégrer directement dans les gigafactories, le nombre d'alternants de façon plus précise. Et donc ça, c'est vraiment commun à tous les organismes de formation. Alors pour la partie universitaire, on va avoir 2 approches qui sont complémentaires. L'approche qui est en particulier portée par les IUT, qui va consister à donner une coloration de diplômes qui sont déjà préexistants. Donc sur 6 spécialités qui sont listées sur la diapositive que vous pouvez avoir en visuel, donc du département chimie jusqu'au département mesures physiques, avec un quadrillage territorial qui est extrêmement dense et qui est comparable au quadrillage que vous pouvez retrouver sur les grands sites industriels automobiles, dont les gigafactories qui vont arriver, qui sont déjà arrivées d'ailleurs pour le site d'ACC. Donc l'objectif des IUT, c'est la formation d'un volume étudiant qui est de plusieurs milliers, donc avec un objectif minimal de plusieurs centaines d'alternants directement intégrés dans les gigafactories. Donc ça, c'est l'objectif que nous nous sommes fixés avec vraiment des techniciens supérieurs généralistes qui vont pouvoir, de par leur polyvalence, intégrer une variété d'emplois qui est intéressante. Et qui est aussi d'ailleurs plus généralement la chaîne de valeur complète du véhicule électrique. Donc au-delà des 6 départements et de leur coloration locale, donc, qui va se chiffrer à entre 5 et 10% du volume horaire général, ce qui fait à peu près 100 à 200 heures par étudiant sur les 3 années de formation. Nous avons également des départements associés avec des compétences qui ne sont pas en propre aux Gigafactory, mais qui vont quand même faire l'objet de besoins en recrutement. Donc je pense notamment à tout ce qui va être lié à la logistique et au transport. Et là, ce sont des compétences qui sont aussi cruciales pour les industriels. Voilà. Donc ça, c'est la première approche, c'est-à-dire la coloration de diplômes qui sont déjà existants, qui permet de garantir une réactivité qui est forte. Et on a le pendant spécialité qui est porté par l'UPJV, qui est un acteur incontournable sur la chimie de la batterie au niveau régional et même largement au-delà. Donc là, vous avez un exemple d'équipements qui vont être utilisés de la formulation des encres d'électrolyte jusqu'au produit final et au test que vous pouvez retrouver au niveau électrochimique.
Donc là, c'est un acteur qui est déjà présent de façon assez ancienne sur les créneaux, avec des experts qui sont incontournables là-dessus. Et donc l'action qui est celle de l'UPJV va être, tu peux passer, Dana, ouais, va être sur 3 créneaux. La formation enfin 3 créneaux et demi, on va dire. La formation de techniciens spécialisés sur un grade licence professionnelle, donc vraiment d'experts de la batterie sur un niveau technicien. Également des reconversions professionnelles avec cette fois-ci plutôt une coloration batterie, parce que il faut qu'au niveau temporel, ça soit assez rapide. Le master MESC qui est déjà mis en place, donc qui est lié aux matériaux pour l'énergie et pour l'électrochimie. Donc en gros, pour en doubler sa capacité d'accueil à l'année, donc vous avez les chiffres qui sont apparents sur la diapositive. Et donc pour arriver également à plusieurs centaines de formés à l'issue du projet. Enfin, il y aura, en termes de formation continue, toujours sur la diapo, la création de diplômes universitaires sur différents sites, en fonction des expertises que nous pourrions avoir, voilà, tous et toutes. Voilà, maintenant, tu peux passer. Enfin, dernier point sur la contribution de l'IMT Nord-Europe. Alors, la Gigafactory, au-delà de la fabrication d'une batterie pour véhicules électriques, vous avez le contexte plus général de l'industrie 4.0, donc qui a été cité tout à l'heure, donc qui par la multiplicité des capteurs va permettre l'optimisation des moyens de production et en améliorer l'efficacité. Et donc, dans ce cadre-là, on aura la création de 2 parcours métiers qui vont disons, contribuer à la formation niveau ingénieur dans les Gigafactories. Voilà. Donc je pense que j'ai été assez concis, peut-être même trop. Jalil, tu me diras s'il faut. Tu as été très concis, merci Mathieu. Je propose de laisser la parole à Nadine Guérin, qui est directrice de programme de transformation chez LHH. Vous avez plus particulièrement en charge le conseil auprès de Stellantis sur la partie reconversion des salariés Stellantis ouvrant vers ACC. C'est quoi le projet Electrum? Comment, effectivement, vous vous inscrivez dans ce qui a été évoqué tout à l'heure? Electrum, l'accélérateur, la transition professionnelle des salariés. Comment ça se joue aujourd'hui, très concrètement, sur le territoire? Alors, je vais lâchement passer la main pour la première slide à David Omnes, parce qu'il sera bien mieux en place pour pouvoir expliquer finalement le chemin à franchir. Merci Nadine. Bonjour à toutes et à tous. Pour commencer, en fait, le chemin, vous le voyez à gauche, c'est l'usine de moteurs actuelle de Stellantis Douvrin. À droite, c'est une vue aérienne du site d'ACC sur le site de Billy-Berclos. Et en fait, on est dans une logique de transition énergétique, mais aussi transition professionnelle. Et c'est un projet qu'on a lancé il y a pratiquement 2 ans maintenant. Un projet qui est passé d'abord par un accord d'entreprise avec les partenaires sociaux qui nous a permis de créer les conditions, j'allais dire, de réussir ce projet de transition. Ça, c'était la première étape. Deuxième étape, c'est une étape qui a été concentrée sur 2022, de participer au groupe de démarrage de l'usine de Nersac. Et ça a été une étape importante parce qu'elle nous a donné du feedback sur la réalité opérationnelle des choses. Et donc, en 2022, c'est une 60aine de collaborateurs de Douvrin qui ont rejoint ACC. Et puis on passe à l'étape de cette année, 2023, où on est en train de concrétiser les choses de façon large et, j'allais dire, industrielle. Et ça passe par un certain nombre de choses. Le pass compétences métiers, Nadine va nous en parler tout de suite. Ça passe par le plateau technique. Et puis ça passe par cette transition où on va transformer des talents du thermique en talents de l'électrique, mais ça on va y revenir dans un instant. Alors effectivement, ça a été dit, le sujet a démarré finalement en 2021, on est sur un sujet d'anticipation. Dès 2021, il y a un double travail qui a été fait avec l'appui finalement de la PFA, de l'UMM dans le cadre du PIA. Double chemin, premier chemin qui était déjà de bien comprendre et de bien valoriser les compétences existantes des collaborateurs exerçant aujourd'hui au sein de Douvrin. Et puis chemin en parallèle qui a été mené avec les équipes d'ACC. Alors David l'a tout à fait dit, ça a été vraiment des groupes de travail qui ont commencé en 2021, qui se sont intensifiés en 2022 et j'allais dire qu'aujourd'hui c'est quotidien. Groupes de travail qui nous ont permis de comprendre, d'anticiper, d'essayer d'identifier quelles étaient les compétences qui pourraient être attendues et du coup quel pouvait être le gap de compétences à combler. À partir du moment où on avait fait ce travail de valorisation des compétences et de mise en perspective avec les compétences attendues, on pouvait travailler sur l'individualisation des parcours de formation. Alors il y a 2 temps, un premier
niveau qui était une forme de remise à niveau quand c'était nécessaire. Et une deuxième étape, effectivement, qui démarre le 9 mai pour les tout premiers, qui est vraiment la formation. Alors, formation au sens booster, c'est-à-dire qu'on vient préparer finalement l'intégration d'un collaborateur pour ensuite intégrer une Gigafactory. Et tout ce qui a pu être évoqué autour, bien sûr, contribue à cette sécurisation. Mais il a fallu écrire véritablement noir sur blanc, pas à pas, quel pouvait être le parcours et quelles compétences on allait chercher. Alors plus concrètement, le pass compétences métiers, je l'ai évoqué en quelques mots, c'est un dispositif de valorisation des compétences exercées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va prendre finalement un standard de métier, un référentiel de métier, et que face à ce référentiel, on va le contextualiser dans le poste de travail. Typiquement, une compétence qui se n'est maintenance de premier niveau, on va l'illustrer très concrètement de telle sorte que le collaborateur qui s'évalue puisse se dire effectivement, je le maîtrise, c'est acquis ou ça reste encore à valoriser. On fait faire le même exercice à son manager et ensuite on passe en commission tripartite avec les acteurs de l'UMM pour se dire finalement quelle est la compétence et quel est le niveau que l'on identifie et sur lequel on peut attester que la compétence est exercée. Ça nous donne le point de départ de la compétence. Donc c'est un travail qui met vraiment en perspective avec finalement les standards, mais également avec ce qui pourraient être les besoins de demain. Ça nous permet d'anticiper les besoins de remise à niveau et ça nous permet aussi d'anticiper la personnalisation des parcours de formation. On est sur un dispositif qui a été construit, alors bien sûr, Stellantis, ACC, UMM, et puis bien sûr la PF1 sur la partie ingénierie des compétences. Et puis les commissions tripartites sont des commissions qui sont finalement aujourd'hui tous les mois, entre l'UMM, Stellantis et un consultant, notre consultante ou notre directrice, j'allais dire en charge des compétences, Isabelle Marchand, qui est dans la salle. Et donc on a à ce jour passé un peu plus de 150 personnes en passe compétences métiers. Il y a eu 3 remises effectivement d'attestation de compétences sur 3 filières métiers qui rejoignent finalement les métiers qui ont été évoqués avec en tête de pont les métiers de pilotage d'installation. Je pense que le mieux placé pour en parler. Justement, ça tombe bien. Merci Nadine. Monsieur Leclerc, vous êtes conducteur d'installation chez Stellantis Douvrin depuis 15 ans? Oui, c'est ça. Du coup, ça consiste en quoi? Parce qu'on entend parler de conducteur d'installation depuis tout à l'heure. Oui. On ne sait pas à quoi ça consiste. En fait, je travaille pour Stellantis Douvrin depuis 15 ans, comme vous voulez l'expliquer. Votre micro. Comment? N'hésitez pas. Excusez-moi, je ne suis pas très à l'aise. Oui, en fait, mon métier il consiste à piloter des machines automatisées, de les conduire, en fait, de faire des contrôles qualité, de faire du dépannage de premier niveau, de suivre un standard bien expliqué au poste, et de garantir aussi la production de la quantité demandée journalière. Et vous, du coup, vous avez bénéficié du pass compétences métiers? Oui, j'ai échangé avec ma hiérarchie, en fait, et j'ai pu profiter du pass compétences. En fait, j'ai rempli un formulaire de mon côté, et en fait, chacun, mon hiérarchie, en fait, il a pu remplir aussi le même formulaire. En fait, ils ont fait un copier-coller des 2 formulaires pour voir la réalité de mes compétences. Et de là, en fait, j'ai reçu une attestation de compétences pour approuver, pour attester mes compétences qui a été délivrée aussi par le IMM. Donc du coup, ça vous a fait quoi de recevoir ce pass compétences métiers? C'est de me dire qu'il y a une valeur en fait par rapport à mes compétences et aussi de pouvoir le mettre de le mettre en valeur lors de mon entretien que j'ai eu avec ACC en fait. Vous avez eu un entretien avec ACC sur le même type de poste? Oui, c'est en tant que conducteur d'installation. J'ai échangé avec le RH de ACC. Et en fait, lors de mon entretien, j'ai pu mettre en valeur cette attestation, et en fait, puis me vendre aussi pour dire mes compétences pour ce futur métier. Quoi. Donc c'est concluant. Donc vous êtes pris chez ACC? Oui, je suis pris. Je suis pris chez ACC. Je propose qu'on applaudisse Monsieur Leclerc. Pardonnez-moi, je ne suis pas très à l'aise sur les allocutions. Mais... Alors peut-être, du coup, c'est quoi les prochaines étapes? Vous allez être formé pour ACC? La prochaine étape, je vais suivre une formation d'à peu près de 3 mois en fait. Là, j'ai 1 mois sur le site d'Aquarez. C'est pour tout ce qui est sécurité, les habillements, pour dire de travailler aussi sur des salles blanches. Et ensuite, je dois suivre une formation, plus une immersion, en fait, ça 2 mois à peu près sur Nersac, Angoulême. Très bien, écoutez, merci, puis bonne continuation, ça va le faire. Merci à vous. Merci. Je vous propose de passer la parole à d'autres témoins
qui ont l'honneur de venir ici aujourd'hui. Et super, je suis très content de vous avoir ici. Frédéric Rochette, vous êtes technicien qualité fournisseur chez ACC. Dites-nous un peu votre parcours. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que je fais? Mon patron est là, donc. Justement. Donc qualité fournisseur, donc on est là pour assurer la qualité entrante des produits. Hein. Donc j'ai fait ça pendant 20 ans sur Douvrin, à la Française Mécanique, que j'ai quitté lors de l'annonce de la transition du thermique vers l'électrique. J'ai rejoint ACC début 2022 pour une formation en immersion sur le site de Nersac et lancement de Nersac pendant 13 mois. Donc je suis chez ACC depuis déjà maintenant 13-14 mois. Pour apprendre vraiment le cœur du métier, parce que je quitte la mécanique pour de la chimie, pour de la NMC, enfin voilà, toutes ces choses-là, d'autres risques qui sont associés. La qualité maintenant, on parlait du micron tout à l'heure, voilà, la pollution, la propreté qui va être primordiale et qu'on doit aussi inculquer à nos fournisseurs, qui, je l'apprends tout doucement, ne sont pas tous encore en phase de la nécessité, la demande de ce que va être l'industrie automobile en fait. Donc la cadence, toutes ces choses-là en fait. Donc je suis parti là-bas, je suis revenu début d'année à Villiers-Claude Douvrin pour lancer la Gigafactory le plus sereinement possible, j'espère. Alors vous êtes serein? Bien sûr. Et alors c'est quoi pour vous les prochaines étapes? Le SOP. C'est quoi ça, le SOP? Le démarrage série en novembre. D'accord. Là on fait tout ce qu'il faut pour y arriver dans les meilleures conditions. C'est ça votre moteur? C'est de vous retrouver dans un projet aussi ambitieux? Ça fait quoi du coup de se retrouver dans un nouvel environnement de travail qui est assez particulier, qui est nouveau? Vu l'énergie, on s'y adapte vite, on rentre vite, ça remue les méninges, ça fait du bien. On repense tout, on réécrit l'histoire, avec les bases connues de tous. Mais non, ça fait du bien, ça dynamise. D'accord. Est-ce que c'est le même sentiment partagé par Cédric? Oui, tout à fait. C'est super valorisant de travailler dans une Gigafactory. C'est un gros challenge pour tout le monde. Dites-nous, qui êtes-vous? Alors, qu'est-ce que vous faites? moi, Cédric Vandevic, je suis technicien maintenance automaticien. Je suis arrivé chez ACC le 23 mai, donc je suis tout récent. Je n'ai pas encore un an d'ancienneté. J'ai eu la chance d'intégrer l'équipe Nersac pour être formé aux nouvelles technologies qu'on va avoir en France, et notamment chez ACC. Et c'est pas très évident car c'est des technologies asiatiques où on ne maîtrise pas encore la totalité des choses. Je viens d'un milieu pharmaceutique, donc je connais très bien les salles blanches et la propreté et l'enjeu qu'il y a pour la propreté de la salle blanche. Donc je sais qu'il y a un très gros gap à faire pour les personnes qui viennent de Stellantis à ACC, parce que ce n'est pas le même mode de fonctionnement. Moi, mon métier principal, c'est de valider les équipements qu'on reçoit de l'Asie, que ce soit sécurité, maintenance, automatisme. Donc je suis là pour valider tous ces équipements. En fait. Et pour moi, les prochaines étapes, c'est de suivre step par step, parce que l'usine, on est en train d'installer le premier step, donc une seule ligne dans un bâtiment qui en comptera 4. Donc petit à petit, on suit les avancées et le montage des lignes en fait. Quel beau challenge. Oui, c'est un super challenge et moi, je suis très fier en fait. Écoutez, bravo, merci pour votre mobilisation sur ce projet, merci. On vous applaudit. Un dernier de ces mois, monsieur Armingaud. Vous êtes actuellement responsable de la mécanique des procédés chez ACC. C'est ça, oui. Je suis donc responsable du process mécanique sur la partie mécanique, assemblage de la batterie dans l'usine. Responsable industrialisation, donc mon job c'est d'installer et de démarrer les machines d'où qu'elles viennent dans le monde, en l'occurrence ça peut être de Chine ou d'ailleurs, de mettre en place les moyens nécessaires, l'organisation nécessaire pour qu'elles démarrent dans de bonnes conditions et vérifier qu'elles sont capables de faire des bons produits à la vitesse demandée et dans la qualité demandée. Donc moi je suis arrivé chez ACC en août 2022. J'ai un parcours industriel assez ancien et assez hétérogène. Donc le milieu de la batterie lithium-ion n'était pas forcément connu, ni l'environnement. Et pour cela, chez ACC, on a quand même un outil qui est assez formidable, ça s'appelle l'usine pilote à Nersac, qui nous a permis, moi et mes collègues et d'autres encore aujourd'hui, de se former à la batterie telle qu'on la connaît maintenant, et aussi
de comprendre et de connaître l'environnement de travail qui est vraiment spécifique. Donc on parle des salles sèches, on parle des salles anhydres, la poussière sur laquelle il faut vraiment travailler. Donc ça nous a permis de découvrir ça pendant quelques mois, voire plus pour certains, et du coup d'être assez rapidement opérationnel dans le cadre du démarrage de la Gigafactory qu'on est en train de faire en ce moment. Alors c'est quand le démarrage? Le démarrage, c'est un peu tous les jours. La grosse étape, ce sera vraiment en juillet, où là, on va démarrer la première ligne et qui nous permettra de sortir les premiers modules de batterie quasiment livrables, en tout cas, qui auront fait tout le process de fabrication de la Gigafactory. Sinon, en ce qui concerne les étapes, c'est à la semaine quasiment, où chaque semaine, on démarre des machines, on fait passer des produits dessus, et voilà, on avance comme ça progressivement avec cet objectif qui est assez ambitieux de démarrer la première ligne au milieu de cette année. Écoutez, bravo, merci pour votre implication dans ce projet. Je vous propose qu'on les applaudisse. Merci à vous. Je vous propose de rejoindre vos chaises. Et on arrive, Monsieur Drolet, directeur régional de l'économie, de l'emploi du travail et des solidarités de Hauts-de-France, au mot de clôture. Je vous laisse la clôture. Monsieur le ministre, Madame la rectrice, Mesdames et Messieurs, donc pour conclure, je vais être bref. D'abord, vous remercier pour votre participation et l'attention que vous avez portée à ces échanges, et remercier l'ensemble également des personnes qui se sont succédées autour de ces tables rondes pour la clarté et l'intérêt de leurs propos. Vous avez compris que c'était un projet considérable, à la fois pour la région Hauts-de-France, comme l'a rappelé le président du conseil régional, à la fois pour son industrie, comme l'a rappelé M. Châtel, qui va parler de la plus grande révolution industrielle connue par l'industrie automobile, pour les personnes qui travaillent aujourd'hui et qui vont entrer, pour certaines d'entre elles, dans des démarches de reconversion, également pour celles qui sont sans emploi et qui peuvent trouver dans ces mutations l'occasion de reprendre une activité professionnelle, et également pour le défi écologique qu'a rappelé le secrétaire général aux affaires régionales auquel est confronté le monde et la région. Je vais rappeler simplement des choses qui ont déjà été dites. Il y a deux enjeux majeurs, si j'ai bien compris. Il y a le premier qui est l'enjeu de l'attractivité et d'attirer vers les métiers de l'électromobilité des jeunes et des moins jeunes. Également attirer, comme le disait Madame la rectrice, les personnes qui n'ont pas l'habitude d'y aller, notamment dans l'industrie, et notamment les femmes. De permettre également aux personnes qui sont généralement le plus éloignées de l'emploi d'accéder à ces métiers. C'est ce qu'a rappelé le SGAR avec les personnes en QPV, en quartier politique de la ville notamment. En portant deux attentions, à mon avis, particulières qui ressortent particulièrement des débats. D'abord, l'accompagnement des salariés qui vont entrer en reconversion, parce que bien souvent, les mutations économiques, bien souvent ou parfois, se traduisent par des licenciements secs, et c'est ce qu'on essaye d'éviter avec ce projet aujourd'hui. Et également un enjeu territorial, puisqu'on a bien vu que selon les territoires, les besoins de main-d'œuvre pouvaient être plus ou moins importants. Le cas de Dunkerque a été cité. Ça, c'est le premier enjeu, l'enjeu d'attractivité. Le second enjeu, c'est un enjeu de formation, en mobilisant l'ensemble de l'outil de formation, alors qu'il soit académique, universitaire, privé, de branche, sectorielle, avec un impératif de former et de qualifier les publics à hauteur de ce que l'industrie d'électromobilité en aura besoin, et en utilisant, on l'a vu, des technologies d'apprentissage innovantes, avec notamment la mise en place de 4 plateaux techniques et d'un simulateur. Alors, pour répondre à ces défis, vous avez pu constater que l'ensemble des parties prenantes à ce projet sont mobilisées, sont déjà d'ailleurs présentes, fortement engagées dans une réponse qui ne peut être que collective, comme ça a été rappelé à diverses reprises. Aujourd'hui, avec cette réunion de l'ensemble, mais déjà avant, vous l'avez compris, le projet est déjà sur les rails. La mobilisation des acteurs, elle est forte et durable. Alors, vous remercier encore pour votre participation. Et puis, comme l'a proposé le président du conseil régional, vous dire dans un an, je crois, enfin, il n'a pas fixé de date précise, mais à bientôt pour faire un premier bilan de ce projet. Voilà, je vous remercie. Merci à vous. Merci à vous. On arrive au terme de la réunion. Je vous propose de nous orienter vers la photo collective avec l'ensemble des membres du consortium, plutôt du côté de la salle Rapneau, c'est la réunion, on était là ce matin, et d'après de s'orienter vers le cocktail de
de bienvenue, de clôture. Donc merci à vous, merci pour votre participation. Et je vous dis à très bientôt, dans un an, du coup, pour faire le bilan, le point d'étape. C'est l'escalier là-bas ? Le grand escalier de la salle Rapneau. Merci.